Laurent Roland Tonenques, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. On démarre avec un tout premier quotidien, à savoir le matinal, qui parle d'un sujet d'intérêt, puisqu'il s'agit là de ce sujet qui, depuis le début de la semaine, fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, la ministre du Commerce est montée au créneau pour siffler peut-être ce qu'on pourrait appeler la fin de la récréation. Les mises en forme, sinon mises en garde de la ministre du Commerce quant à la cession du pain à 150 francs CFA au consommateur final, Laurent. Je crois qu'on a suivi tous ensemble les mises en garde de la ministre du Commerce, mais il faut se poser une question. On met en garde, d'accord, mais quelles sont les conditions qui s'offrent à ces acteurs du secteur de la boulangerie aujourd'hui? Vous n'êtes pas sans savoir que le coût de l'électricité a augmenté. Vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes-ci, elles doivent importer la farine de blé, étant donné que la farine de blé n'est pas une production locale. Ils doivent payer, il y a un certain nombre de coûts à payer, il y a même les taxes douanières, bien évidemment, à payer. Et à la fin de l'année, des gens qui doivent payer des impôts sur leurs revenus. Et donc, dans une certaine mesure, j'estime que oui, il faut mettre en garde, mais est-ce que les conditions aujourd'hui en l'état permettre aux boulangers de continuer à vendre le pain à 125 francs? C'est là la véritable question qu'il faut se poser. Donc, il ne suffit pas maintenant de voir les mises en garde de la ministre, mais de demander à la ministre, alors, ok, vous mettez en garde, mais est-ce que le coût de l'électricité en 2021-2022 qui permettait de vendre le pain à 125 francs, est-ce que le coût de l'électricité est le même aujourd'hui? Quand on aura fini de répondre à cette question, par exemple, et qu'on aura la conviction, la certitude que le coût de l'électricité n'a pas augmenté, on peut être en droit de demander au boulanger de revenir sur les décisions. Autrement, si quelque part un coût a augmenté du côté des services offerts par l'État aux citoyens, aux acteurs du secteur de la boulangerie, je pense qu'ils sont en droit. On ne va pas se leurrer. Disons les choses telles qu'elles se présentent. Nous sommes dans un système capitaliste et chaque capitaliste recherche le profit, son profit. Et donc, si je dois vendre du pain et que je payais peut-être 180 000 francs pour l'électricité en 2021-2022 et qu'en 2023, je dois désormais payer l'électricité à hauteur de 220 000 ou 230 000 francs, ça fait un gap pratiquement, une augmentation pratiquement de 50 000 ou 60 000 peut-être, je dis n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, je dois pouvoir rechercher l'équilibre quelque part. Et en recherchant l'équilibre quelque part, c'est peut-être au niveau de la section du prix du pain que je vais chercher à équilibrer. Parce que je dois aussi continuer à avoir mon profit. J'estime que fondamentalement, le problème qui se pose, ce n'est pas une question une ministre est sortie et montée au créneau à mise en garde. Mais c'est une rencontre de vérité entre acteurs. C'est vrai qu'on me dira qu'il y a eu des rencontres par le passé. Il y a plusieurs rencontres. Oui, mais écoutez, avec, oui, mais les gens avaient menacé l'association des boulangers. Ils avaient menacé d'augmenter le prix du pain, bien évidemment. Donc, en l'état, si des mesures avaient été prises pour alléger, quel est l'effet des mesures prises par le passé dans le temps? Est-ce que les mesures qui ont été prises en 2022 ont continué à avoir leurs effets sur les activités en 2023? Est-ce que les conditions aujourd'hui leur permettent de continuer à vendre à 125 francs? Je crois qu'il faut une fois encore une rencontre entre les acteurs et les autorités gouvernementales, notamment la ministre du Commerce, et discuter sur la question fondamentalement qu'est-ce qui est faisable. Je dis il faut associer désormais le ministre de l'Agriculture pour dire aux boulangers par quel procédé pourront-nous désormais faire le pain aux Béninois, peut-être en nous servant de la farine de manioc, si tant est que c'est déjà fait et que c'est prouvé que ça marche et que c'est bon. En tout cas, Laurent Roland Tonenques, qu'est-ce qui, après avoir invité les uns et les autres dans un passé récent à se procurer un pèse-poids pour peser justement le pain et s'assurer de ce que la quantité est suffisante, que le poids est donc celui requis. Laurent qui se fait aujourd'hui l'avocat défenseur des boulangers. Je précise juste que la ministre, au travers de sa sortie, a été claire et péremptoire. Des équipes de son département ministériel sont déployées dans toutes les villes pour faire justement
respecter le prix réglementaire conformément Moi, à l'arrêté de 2008, donc qui fixe le prix à 125 francs CFA. je crois que fondamentalement, quand on parle de prix de cession d'un produit, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'éléments dans la balance. J'ai parlé de l'électricité, par exemple. Mais attendez, on a dit que désormais, le SMIC, on a dit désormais que... Vous savez que le prix du pain est fixé de concours avec le ministère du Commerce, et donc l'État est dans son rôle. Oui, je n'ai pas dit. À réguler. Je n'ai pas dit. Après, s'il y a, oui, d'autres inputs qui ont connu une flambée de leur prix, c'est de concours avec le ministère que l'on s'entend. Non, mais et qu'on justement, du nouveau prix, on ne se lève pas pour fixer un prix. Ah ben, il y a justement peut-être la manière une autorité, il y a une autorité qu'il faut respecter. Je suis d'accord, mais c'est peut-être la manière, peut-être la manière à eux de se faire entendre. J'ai parlé de l'électricité, mais n'oubliez pas que il y a quelques jours, semaine, j'allais dire, il y a que le SMIC est déjà à 52 000 aujourd'hui. Oui, mais alors? Mais attention, tout ça c'est des coûts, évidemment. Mais écoutez, l'employeur qui vous payait 40 000, oui, et à qui on fait obligation de vous payer 52 000, oui, et qui sait que vous pouvez peut-être le convoquer quelque part pour oui, dire que vous ne respectez pas le paiement du SMIC à un moment donné. Il faut bien qu'il aille chercher cet argent. Mais il faut l'équilibre quelque part. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans un système capitaliste. N'oubliez pas ça. Il faut en tout cas, que le gouvernement n'oublie pas ça. Est à 125 francs CFA. Non. Ne l'achetez pas à 150 francs CFA. Boycottez le pain s'il le faut. Bon, de toute façon, ils n'ont qu'à peser le pain. Boycotter le pain s'il le faut. Il est à 125 francs CFA et non à 150 francs CFA. Je suis d'accord. Je sais que je vais me faire des ennemis ce matin, mais je m'en fous. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord qu'il faut boycotter le pain. Oui. Je n'en suis pas un consommateur fin. Ce que je dis, c'est quoi? Je l'ai dit, écoutez, nos arrière-parents là, mangeaient-ils du pain le matin? Quand tout manque à la maison, c'est qu'il y a la farine de maïs. Nous sommes en 2023. Donc, non, écoutez, et non plus en l'an 1800. Mais écoutez, vous n'allez pas continuer à promouvoir l'habitude alimentaire des autres. Vous avez la possibilité de faire du hata et de la cassale le matin et de manger. On nous a éduqués avec ça. On a découvert le pain un jour, on s'est accroché à ça, on a oublié nos valeurs. On reste à la une du quotidien, le matinal Laurent Roland Tononiquez pour parler de notre fait d'actualité, création de la police municipale, de nouvelles règles adoptées, des communes à statut intermédiaire et ordinaire désormais concernées. Oui, je crois que quand on regarde un peu la situation sécurité dans beaucoup de communes, il fallait créer cette police municipale dans beaucoup de communes. On a pu voir à quoi ça a servi, la police municipale dans la ville de Cotonou. Je crois qu'on a peut-être des choses à reprocher aux agents de cette police municipale. Il faut avouer qu'ils jouent un rôle très important. Parfois, vous ne voyez pas la police républicaine sur le carrefour. C'est les agents de la police républicaine municipale se substituent justement à la police républicaine. Qui sont sur le terrain et qui régulent la circulation et qui parfois procèdent à des interpellations. Et donc, le fait de réorganiser cela, de permettre à ce que les communes à statut particulier, toutes les communes à statut particulier et les communes ordinaires... Même les communes ordinaires, même les communes à statut intermédiaire aussi sont puissent avoir la police municipale, c'est une bonne chose. Et ça va certainement contribuer à maîtriser un peu la sécurité dans ces communes, bien évidemment, et de limiter les dégâts. Parce qu'on n'est pas sans savoir que la police républicaine, parfois, en tout cas l'effectif, ça ne leur permet pas souvent d'être sur tous les fronts. Mais je crois qu'avec la police municipale, on pourra avoir des résultats. Et d'ailleurs, même, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra de créer de l'emploi. Parce que la police municipale, dans certaines communes, c'est peut-être autour de 20-30 personnes à recruter ou 50 à recruter, je dis n'importe quoi. Et tout ça, c'est des jeunes béninois qui sortiront du chômage. C'est une bonne chose, il faut encourager. Maintenant, il faut accompagner les communes à avoir les moyens de mettre en place cette police municipale et faire en sorte que les jeunes soient bien payés. Parce que le vrai problème, c'est à ce niveau. Le nœud du problème, c'est à ce niveau. Il ne suffit pas de dire on va créer une police municipale et que des communes en arrivent à dire nous n'avons pas l'argent et ne payent pas les agents de la police municipale pendant 3-4 mois et que finalement les gars soient devenus des agents de rançonnement sur nos artères ou des éléments qui font du chantage aux populations. Il faut bien les traiter. Il faut que les normes soient clairement définies pour qu'on sache combien gagnerait un policier municipal dans une commune d'Abou-El-Klavi, d'Alada, de Tukuntuna ou de Basila ou de Perret, par exemple, bien évidemment. Donc que ce soit défini tout clairement pour qu'on sache et que
l'on accompagne les mairies à véritablement mettre en place cette police municipale. D'accord. Allons à la une du quotidien Matin Libre à présent, Laurent Roland Tonéikes. Le quotidien Matin Libre qui parle de notre fait d'actualité. C'est vrai que la presse en parle abondamment. Cette nomination est intervenue hier en Conseil des ministres qui suscite polémique, en jugé par le titre du quotidien Matin Libre. Pascal Niamulenda, nouveau DG ANIP. Oui, une nomination qui certainement dérange beaucoup et qu'on a vu un peu le débat que cela a suscité dès l'annonce, en tout cas des réceptions du relevé du Conseil des ministres. Donc, ça a été autant de questions, les gens se sont posés la question. Autant moi-même, je me suis posé la question, à mon niveau, ça a soulevé autant de questions. Mais je crois que Patrice Talon, pourquoi a-t-il opté pour cette solution? J'attends de voir. Ce qui est sûr, j'ai vu que ce monsieur, en 2000, avait été directeur de l'Agence nationale d'identification dans son pays. Dans son pays, après il a été maire, il a démissionné. Et puis je sais que Cyril Goumbedji, en tout cas l'ANIP a été créé, sauf erreur de ma part, en juin 2018. Non, je crois en 2017, quelque chose comme ça, en juin 2017. Okay. Et donc, sachant que ce monsieur a démissionné de son poste le 12 avril 2018, je me suis posé la question de savoir, sachant que Cyril Goumbedji était gestionnaire mandataire de l'ANIP, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce monsieur ne travaille pas dans l'ombre déjà depuis cette année au Bénin? Depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, en apportant son expertise. Son expertise, justement. Je dis n'importe quoi. Oui. Parce qu'il a été maire en février 2018 et déjà en avril, il a démissionné. Certainement, il a eu plusieurs francs ou bien mieux quelque part. Donc, est-ce qu'il n'était pas dans les coulisses et que sa nomination consacre peut-être une officialisation de ce qu'il faisait? Toujours est-il que oui, c'est une nomination qui suscite assez de polémique. Déjà, la première question qu'on est appelé à se poser, est-ce là un désaveu à l'endroit de Cyril Goumbedji pour ce qui est de la gestion qui a été faite dans le cadre des législatives passées, puisqu'on a reproché beaucoup de choses à l'ANIP quand même pour ce qui est de la liste mise à disposition. Oui, justement, les acteurs politiques ont relevé beaucoup d'insuffisances à la liste en l'état. Et sachez que Cyril Goumbedji cumulait beaucoup de choses aussi à la fois. Moi, je me demandais s'il avait vraiment le temps de se consacrer. C'est vrai que à tout cela. Et donc, aujourd'hui, il est directeur général, il est directeur adjoint de la structure chargée de l'éthique dans l'enseignement supérieur, bien évidemment. C'est tellement il a appelé à d'autres fonctions. Et je me pose la question, puisqu'on a eu beaucoup de débats, beaucoup de reproches, il y a un certain nombre de mal-donnés au niveau de l'ANIP. Maintenant, est-ce que c'est Pascal Niamulenda qui viendra résoudre les problèmes qui se posent au niveau de l'ANIP? On attend de voir. Je crois qu'à l'heure du bilan, chaque Béninois fera le point. Et si malheureusement le point n'était pas favorable au gouvernement, je crois que les conséquences seront là. Les uns et les autres aviseront. Alors, pour parler de polémique, l'autre chose aussi, c'est qu'on se dit, évidemment, c'est un étranger, n'y a-t-il pas de compétences au plan local, béninoise, pour justement assurer cette fonction? On ne peut pas refuser. Je crois que ceux qui font peut-être le débat de condamner, ceux qui soulèvent la question, ont peut-être tort, à mon avis, parce que c'est légitime. On sait que le chef de l'État, justement, au début de son mandat, a parlé de désir de compétences. Oui, justement. On est appelé à se demander si on en est encore là. Se poser cette question, c'est une question légitime qu'on se pose. On ne va pas jeter la pierre à Patrice Talon, le condamner pour dire qu'il a mal fait de choisir un Rwandais à la tête de l'ANIP. Mais c'est légitime que chaque candidat béninois qui se sent patriote se pose la question de savoir pourquoi est-ce que on a opté pour ce choix, bien évidemment. Maintenant, il vous dira qu'il a des objectifs à atteindre et qu'il estime que cette personne l'aiderait à atteindre ses objectifs. Peut-être qu'il sera là pour un an et qu'après un an, on reviendra peut-être vers un Béninois qui va diriger. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de reproches à l'endroit de l'ANIP aujourd'hui. Est-ce que c'est les reproches répétés qu'on fait à cette structure qui ont motivé ce choix? On attend de voir. Comme je l'ai dit, je veux bien croire que dans les prochains jours, il y aura une célérité du côté de l'ANIP pour ce qui concerne les services rendus aux populations. Je veux bien croire que les données à caractère personnel seront suffisamment sécurisées et puis on fera le bilan.
On fera donc le bilan en temps opportun. Laurent Roland Toneikes. L'Indépendant nous intéresse à présent. L'Indépendant, le quotidien qui aborde ce matin l'affaire des 50 millions de francs CFA qui ferait courir le maire de Calavier accusé de prendre de l'argent pour positionner un candidat sur la liste UP, le Renouveau. Et à l'Indépendant de préciser que c'est un scandale politico-financier avec des sociétés écrans et délits d'initiés. Je pense sincèrement qu'il faut aller exorciser le bureau de la mairie, du maire de la commune d'Abou-Calavier. Je pense, je le dis, malheureusement, ça peut sembler de la blague, mais je pense qu'il faut aller exorciser ce bureau-là. Parce que quand on regarde l'histoire des maires dans cette commune, écoutez, le premier maire allait en prison, il a mis le ruine des travaux pour affaire domaniale. Le deuxième maire allait en prison pour affaire domaniale. Le troisième maire allait en prison pour affaire domaniale. Et à ce niveau, on lui a soulevé, même au niveau du deuxième maire, on a soulevé des problèmes de délit d'initié à l'époque. Au niveau du troisième maire, on a soulevé encore des questions de délit d'initié, on a soulevé une question de tracteur acheté, qui aurait pu être acheté à coût de milliards. Et donc, l'autre était en prison quand l'affaire est sortie. Je crois que c'est peut-être ça fait partie des raisons qui l'ont motivé à détaler. À détaler. Enfin, à fuir pour aller se soigner. Bon, peut-être que c'est ce dossier qui a aggravé son mal. Et il a eu besoin d'aller d'aller faire se soigner. D'aller se faire soigner. Maintenant, on voit un autre maire. Et moi, je crois qu'au début du mandat d'Angelo Évariste Arondine, je fais partie de ceux-là qui l'ont dit, et c'est vrai, je l'appelais communément, je l'appelais familièrement Fofo. Affectueusement Fofo, pardon. Et puis après, je l'ai toujours dit, mais faites attention parce que tel que les autres ont fini avant vous, faites en sorte de ne pas finir comme eux, en fait. Parce que ça va être dommage. Après, il faut préciser que oui, jusque-là, rien de concret. Il s'agit de propos tenus par un journaliste sur les réseaux sociaux qui aurait été séquestré par un élu. Je suis d'accord avec vous. Et donc, l'élu qui lui aurait dit ceci. Et donc, le maire, évidemment, je pense qu'il est tout à fait normal de se défendre. Je ne viens pas condamner le maire. Il est tout à fait normal de se défendre. Je ne viens pas condamner le maire ce matin. Mais je sais une chose. Je suis à Abou-Calavier et Dieu seul sait que je suis dans les coulisses de la commune ou bien de certaines choses et que j'ai des informations. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent que je me pose la question de savoir, franchement, est-ce que celui-là que j'appelle Fofo ne serait pas en train de perdre la confiance de ceux qui l'ont mis là? Parce qu'il y a tellement de choses. C'est vrai, il peut ne pas être coupable, mais les rumeurs au Bénin, finissent toujours par être confirmées. Et donc, c'est assez grave. Je lui souhaite le meilleur, je l'ai pris. Mais pas toutes ces rumeurs. Oui, pas toutes les rumeurs. Voilà. Donc, oui, espérons pour lui. Espérons pour le Fofo, Évariste Angelo Arondine, parce que cette rumeur ne soit pas confirmée. Non, moi, je pense sincèrement qu'il doit faire très attention. Le journaliste aussi qui a dit qui aurait dit que l'élu lui aurait dit qu'il a payé 50 millions aussi, n'aurait pas dû dire ça dans sa déclaration. Parce que c'est sa parole, la parole de l'autre contre la sienne. La sienne. N'oubliez pas que l'autre député maintenant a une immunité parlementaire en griffe. Et donc, ça va être un rapport de force. Elle est totale, l'immunité. Elle n'est pas en griffe. Elle est totale. Alors, je crois que Patrice Talon nous a dit que la sanction sera sans état d'âme. En temps normal, si on a des éléments, on doit pouvoir lever facilement l'immunité de quelqu'un pour montrer les exemples. Mais je crois que ça va être un rapport de force. J'ai appris hier, tout comme beaucoup de personnes, que le maire aurait convoqué le journaliste pour lui dire, mais c'est tout à fait normal d'apporter les preuves de ce qu'il a dit, bien évidemment. C'est tout à fait normal. Mais s'il n'a pas... Jusque-là, rien si par exemple il n'avait pas enregistré ce qu'a dit l'autre élu, ça lui pose un problème. Bien sûr. Moi, à sa place, en tout cas, moi d'ailleurs même, je n'irai même pas à cette rencontre. Dieu sait combien de fois, c'était pas mieux, moi appelé pour des positions ici et j'ai refusé de répondre à leur invitation. Je ne répondrai pas, parce que le problème c'est que dans cette mesure, on vous accusera d'extorsion de fonds et de chantage après. C'est ça. La même personne, comment est-ce qu'une autorité peut m'appeler, j'ai abordé une question, un sujet, on m'appelle, et moi-même je me pointe. C'est vrai qu'on ne va pas dire ça, on va protéger notre confrère. Mais moi, j'estime que, je sais que, je vous l'ai dit, des gens élus m'ont appelé, m'ont envoyé le numéro pour les appeler, mais moi, je ne les appellerai pas. Parce que quand tu les appelles, ils te piègent. Et même viendront dire publiquement que tu les as appelés, tu leur as demandé de l'argent, tu leur as fait du chantage. Je ne suis pas dedans. Donc, je pense que les journalistes doivent faire très, très, très attention
Vous évoquez un sujet, vous faites une investigation, vous sortez les dossiers, restez dans votre coin. Vous n'avez pas à rencontrer le mise en cause. Mise en cause. Chercher à rencontrer le mise en cause, c'est comme si vous négociez d'autres choses. Et ça peut se retourner contre vous. À bon entendeur, salut. On va finir par un mot de sport, Laurent Roland Tononiquez, mais avant, un détour par la une du quotidien Le Chasseur. Et on passe sport aussi, mine de rien, là. Plus de pratique du sport à partir de 20h à l'université de Parakou. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Non, j'ai lu l'article, il paraît qu'il n'y a pas suffisamment de lumière là où il y a... Pour des questions de sécurité? Il y a les gens font le sport et que dans la partie de 20h, qu'il y a d'autres individus... mal intentionnés, c'est ça? Des délinquants qui s'ajoutent à ceux qui font le sport et que ça menacerait la sécurité à l'université de Parcours. Je crois que quelqu'un a commenté quelque part, j'ai lu, la personne dit mais est-ce qu'on a besoin d'interdire le sport, la pratique du sport à partir de 20h? Les gens font le sport jusqu'à 0h. Aller à l'université d'abord, que la vie, ils sont sur le terrain là à jouer toute la nuit et aller se reposer après. Et donc, je pense que le mieux pour le recteur de l'université de Parcours, c'est de sortir l'argent et d'éclairer la zone. Oui, mais en attendant d'avoir ces moyens, il faut prendre des mesures pour s'assurer de ce que les étudiants soient en sécurité. Il ne faut jamais accepter de telles décisions. Parce qu'après, il faudra en répondre. Il ne faut jamais accepter de telles décisions de nos responsables. Je vais vous expliquer. Quand il dit qu'il y a plus de sport à partir de 20h, jusqu'à quand est-ce qu'il va lever la décision? Il vaut mieux... Quand il aura les moyens d'électrifier la zone. Bonne chance à lui. Bonne chance à lui, parce que là, je risque de dire n'importe quoi. Oui, c'est mieux. C'est mieux pour vous de vous taire. On finit par le déchaîné du jeudi, Laurent Roland Tononiquez. Sport béninois, Guépard et nouveau départ. Force et défaut. Donc proposé par le déchaîné du jeudi. Force, vitesse, souplesse, agilité, travailleur. Défaut, manque d'endurance, ne travaille pas en équipe, ne sait pas protéger ses repas, lâche et peureux, ne sait pas grimper, absence d'ancrage dans la culture et la sociologie béninoise. Oui, j'ose croire que ceux qui ont choisi le nom Guépard ont étudié tout cela avant de choisir le nom. Parce que quand je regarde au niveau de la force, la vitesse, la souplesse, l'agilité, travailleur, ça va. Bon, l'écureuil n'est pas loin de là. L'écureuil avec l'agilité et la souplesse, qui pourrait sauter de branche en branche facilement, et qui peut travailler pour aller prendre ses noix de palme et manger, bien évidemment. L'écureuil qui a aussi plus ou moins une vitesse, qu'on ne le veuille pas. Donc, maintenant, quand on regarde au niveau des défauts, manque d'endurance, déjà il y a un problème. Et on parle de ne travaille pas en équipe. Alors qui s'agit d'une équipe ici. Qui s'agit d'une équipe ici. On parle de protéger ses repas, ne sait pas protéger ses repas. Et là, on a eu la preuve. Avec le gardien de but. Pour le premier match avec les écureuils devenus Guépard en Égypte. Le jeune goalkeeper. Voilà. J'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est à en pleurer, Laurent Roland Tononiquez. Vous voyez, avec les écureuils qui sont partis de Cotonou, qui sont devenus Guépard en Égypte. Ils n'ont pas su se protéger leurs repas. Les gars ont gagné, ils menaient, puis après, voilà. Ce qui a l'habitude d'arriver est arrivé. Avec les écureuils, bien évidemment. Donc, lâche et peureux. Moi, je crois que avant de choisir un nom, on essaie d'étudier les forces, les faiblesses, tout ça là. Et quand on dit manque, absence d'ancrage dans la culture, la société béninoise, c'est vrai. Dans la culture béninoise, vous allez voir, dans certains royaumes, on parlera du lion, on parlera de la panthère. Nulle part on a parlé de guépard dans notre histoire, bien en tout cas. Sauf que l'autre s'est fait appeler la guéparde de la Pandjari, notre consoeur. Compatriote, Noélie Yarigo, d'ailleurs qui a gagné encore un tournoi hier nuit du côté de l'Espagne. Je crois le marathon, le championnat indoor, si je ne me trompe. Hier nuit, elle a gagné encore. Mais elle se fait appeler la guépard de la Pandjari. Ben voilà, peut-être que cette appellation tire d'une certaine manière. Et c'est là que je dis, pourquoi est-ce qu'on a donné guépard alors aux hommes, on a donné Amazon aux femmes, alors qu'il y a une femme béninoise qui se fait déjà appeler la guépard de la Pandjari. De toute façon, on va souhaiter bonne chance au guépardo. Quand on fait le bilan après les premières prestations, côté femme comme côté homme,
Non, mais Pas grand changement puisque les femmes... Amazones sont déjà battues 2 fois. Oui. Donc, je crois que... Bon, c'est les Amazones de Cotonou, ce n'est pas les Amazones d'Abomey qu'on a représenté derrière la présidence de la République. Les Amazones de Cotonou ont été battues déjà 2 fois. Donc il y a les Amazones de Cotonou, il y a les Amazones d'Abomey. Battues par le Ghana et le Togo, oui. Et bien évidemment. Parce qu'en en fait, avant de les appeler Amazones, il faut leur raconter l'histoire des Amazones. Et leur faire subir, c'est-à-dire que la formation des que les Amazones subissaient. Pour que dans leur tête, elles sachent qu'elles ont beaucoup à faire, à apporter à la nation. En tout cas, c'est la preuve Il ne suffit pas de rassembler des filles à Cotonou et qui peut-être sont sans compétition pendant des mois, qu'on rassemble à la veille d'une compétition, qu'on appelle Amazon. Amazon comment? Et elles vont faire quoi? En tout cas, c'est là la preuve de ce qu'on a toujours dit ici en plateau. Le Nord, oui, mais c'est le travail d'abord. Le travail d'abord, le travail avant et après, quoi. Le Nord, ok, pour on va dire l'influence spirituelle, mais il faut travailler. J'en ai fini. Merci. À vous, Laurent Roland, Anthony.